Donc, je pense qu'on est prêt, il me semble, très très prêt. Est-ce que vous avez fait votre respiration? On continue de respirer. Ok. On est sur le point d'être prêt, oui. Sur le point d'être prêt. Il y a un problème d'image. De prise en main de l'outil informatique, mais... Donc, je raconte ma vie encore un peu. Non, on va se lancer, C'est l'intime, hein. C'est l'intime aujourd'hui. Hein. J'ai le droit de raconter ma vie. Oui, attention, l'intime n'est pas l'intimité. C'est ça. Merci, je commence déjà à travailler mon propos. J'ai pris mon café. Voilà. Bon, vous l'avez tous noté, compris. Caroline, aujourd'hui, accueille pour nous et a beaucoup travaillé avec Christine Delory-Montberger et CG écorché. Montberger. C'est un nom allemand. C'est un nom allemand. Et est accompagnée par Olivier Bourgoin, qui est directeur de l'agence Révélation, dont... C'est la chaleur. Non, mais c'est la reprise. C'est la reprise du déconfinement. C'est ça. On ne peut plus parler qu'en visio. On a les gens chair et en os, on est bousculés. Voilà. Pardon. Et donc Christine fait partie de l'agence Révélateur. Donc je vais essayer de commencer. Est-ce que techniquement tout va bien? Oui, on va se lancer, on rectifiera en cours de route. Voilà. Et on va donc partir pour un voyage dans la photographie documentaire sur l'intime. C'est pas l'intime. Voilà. Merci à Edmond Rostand de nous accueillir et nous aider à préparer les cafés, toute la logistique, à Marine Lahonde qui a pris le relais de David Tanet et d'un très joli prénom grec que je n'arrive même pas à retenir. Voilà. C'est bien ça, on retiendra pas. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la médiathèque Edmond Rostand, c'est plus de 3500 ouvrages sur la photographie qui sont consultables et empruntables ici. N'hésitez pas, ne vous en privez pas. Alors, un premier café en présence, en vrai, enfin. C'était long. Et ça a beaucoup de sens de commencer avec le travail de Christine Delory-Montberger, qui, entre autres choses, s'intéresse beaucoup à la sphère de l'intime et aux sensibles, qui sont, je le crains, des zones qui ont été beaucoup mises à mal pendant cette période, et dont on parle assez peu, parce que c'est pas forcément évident, où on n'a pas les mots, où on ne s'interroge pas trop sur cette partie-là, qui semble très privée, mais il n'y a pas que ça. Christine nous expliquera. Et voilà, on va pouvoir l'explorer avec elle aujourd'hui. Alors je vais présenter nos deux invités. Christine Delory-Montberger, tu es italo-franco-allemande. C'est important dans ta photographie et dans tes recherches. Tu es auteur, photographe, universitaire, essayiste. Ton travail photographique s'inscrit dans les nouvelles écritures de la photographie documentaire. Pour la définir en une phrase, une photographie à l'écriture singulière qui dépasse le témoignage, où le ou la photographe entre véritablement en interaction avec son environnement et le transforme. Tes photographies, Christine, ont été exposées en France et à l'étranger. Un premier ouvrage a été publié en 2019 aux éditions Arnaud Visalion sous la forme d'un triptyque que vous voyez ici. Exil réminiscence, 3 livres au titre énigmatique, Tendre les bras au-dessus des abîmes, Dans le souffle du labyrinthe et des disparus les vivants, où des textes poétiques répondent aux images. Des poèmes de ta main, Christine, de Salah Al-Hamdani, poète, et un texte de Stéphane Duroy accompagnent les images, répondent aux images. En parallèle, ton travail universitaire s'inscrit dans la recherche biographique. Il explore les formes que prennent les figures de soi, que chacun se construit dans sa relation à l'intime, la mémoire, son histoire personnelle et l'histoire collective. Tu as initié cette recherche en France et tu interviens beaucoup à l'étranger, en Amérique du Sud notamment. La sphère sensible est très présente dans tes recherches, on l'a dit, on va le développer. La parole des acteurs concernés tient aussi une place d'importance. Tu es également l'auteur de nombreux livres,
livres d'entretien, articles et chroniques sur les photographies d'Antoine D'Agata, prix Niepce 2001, de Claudie Sleban, aussi prix Niepce mais en 2000, de Jeanne-Evelyne Atwood, et tu prépares actuellement une monographie avec Stéphane Duroy. Sûr, pas avec, sûr. Dans le prolongement de ton geste photographique, sûr et avec. Dans le prolongement de ton geste photographique initié avec le triptyque Exil Réminiscence, tu as écrit en collaboration avec Valentin Bardaville, qui est là, Le pouvoir de l'intime dans la photographie documentaire en 2019, dans le sillage de Exil Réminiscence, qui revient sur les coulisses justement d'Exil Réminiscence et qui développe les concepts et les outils à l'œuvre dans les nouvelles écritures documentaires. Et encore dans le prolongement Pouvoir de l'intime dans la photographie documentaire, un autre ouvrage a été publié, écrit à 4 mains, avec Valentin Bardaville aussi, et Christine Delory-Monberger, Insurrection créatrice et photographie documentaire en 2020, une date qu'on retiendra, aux éditions Arnaud Bizalion, et on va en parler de toute façon dans cette rencontre. Tu es membre, Christine, de Photodoc, et au sein de Photodoc, tu es chargée de l'Observatoire de l'intime. Tu es représentée par l'agence Révélateur, qui est représentée ici par Olivier Bourgoin, qui a fondé cette agence en 2010, après avoir œuvré plus de 15 ans pour le patrimoine photographique à l'hôtel de Sully, une mission à l'époque du ministère de la Culture et de la Communication. Ce patrimoine photographique fusionnera en 2005 avec la Galerie nationale du Jeu de Paume et le Centre national de la photographie. Tu as œuvré également pour diverses galeries et dans le monde de la presse. Avec l'agence Révélateur, tu représentes aujourd'hui 8 photographes, c'est ça, dont Christine Delory-Monberger. Qui fait partie des gens d'image. Qui Oui. Et ben voilà, citons-les. Et comment vous êtes rencontrés? Alors, d'abord, si tu me permets, je Mais voudrais oui. remercier, parce que cette invitation m'a fait vraiment très très plaisir. En effet, je suis agent d'image, je pense, depuis 3 ans. Et ces gens d'image, c'est une... Je voulais retrouver le nom, je n'ai pas eu le temps de le chercher. C'est une plume de gens d'image qui m'a fait une des premières chroniques pour ce livre, justement, pour Exil Réminiscence. On en avait parlé quand on avait parlé, c'était en décembre déjà. Et c'était vraiment une très belle chronique. J'étais sous coup de cœur, ça fait plaisir. Et voilà, on voit comment les boucles. Je pense que c'était Irène. Ouais, c'est dans les possible. coups de cœur, c'est Irène. Ouais. Ouais, mais c'était vraiment, voilà, c'était vraiment très vite, c'était cette chronique-là. Voilà, alors remercier bien sûr la médiathèque pour accueillir, pour nous accueillir. Remercier Jean d'Image et te remercier toi, Nathalie, pour cette incitation, cette idée, cette invitation qui a commencé déjà en décembre. Elle aurait dû avoir lieu déjà en mars, et devant le reconfinement qui arrivait, Nathalie, et ça me fait vraiment plaisir, parce que je suis vraiment de ce côté-là, elle dit non, pas en Zoom, pas en Zoom. Donc on a attendu patiemment, et là, on peut le faire à l'air libre, plus ou moins libre. Bon, donc c'est formidable, et puis remercier aussi vraiment Caroline pour ce travail minutieux comment tu t'es plongée dans cet univers, et qui n'était pas au départ si évident, et comment finalement assez vite tu t'es vraiment... Tu parlais beaucoup plus. Ah, comment assez vite tu t'es approprié justement tous ces outils en fait, et tout ce qu'on développe avec Valentin sur l'intime, sur etc., etc. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Donc ça fait tout ça très plaisir. Et puis je vais remercier Olivier d'être là. C'est toujours une très bonne compagnie quand on est ensemble. Et quand on a du spritz, c'est vraiment... On va les commander. Voilà, donc maintenant, je vais y aller. On est prêt, on est lancé. Et votre rencontre, alors, comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez décidé de
Ça s'est fait en 2 temps. Ensemble. On s'est rencontrés en 2010. Non, en 2010, je pense. 12. 13. Au Centre Iris pour la photographie, où je travaillais aussi parallèlement au développement de l'agence Révélateur, et où j'organisais notamment des cafés, des lectures de portfolio qui s'appelaient des cafés photos. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs y ont participé ou ont été lectrices. Je crois que tu as été lectrice, non déjà. Et Christine, je l'ai rencontrée à cette occasion-là, mais ce n'était pas Christine Delory, tu n'étais pas présentée sur ce nom-là. C'était Lina Lario, c'est ça? Et c'était déjà le travail, le début d'Exil et Réminiscence. Et c'était, je me rappelle très bien, même de l'endroit physique où on a fait cette lecture, les personnes qui étaient là, et comment cette proposition était très différente de ce qu'on avait pu voir dans les autres lectures, et comment ça m'a travaillé ensuite, avant qu'on se revoie quelques années après, et qu'on décide de travailler ensemble, et que Christine, et que son arrivée dans l'agence m'a donné un peu en tout cas m'a révélé, l'agence Révélateur, toi tu étais révélatrice de ça, un peu la ligne de l'agence dont je n'avais même pas conscience, c'est-à-dire, alors moi je le résume de façon très, très courte et peut-être un peu justement trop courte et trop cliché, c'est les écritures photographiques de l'intime. Et voilà, et c'est ce que l'arrivée de Christine a un peu révélé dans l'agence. Et voilà, on a commencé à travailler, et c'est une relation professionnelle et amicale très forte. Donc merci de rappeler tout ça, parce qu'en fait avec ça on est déjà au cœur du sujet. Alors moi de ce café photo, j'en ai plus souvenir d'Olivier. C'était vraiment en 2013 au Centre Iris en effet. Mais lorsqu'il m'a rappelé, quand on s'est revus, etc., il avait complètement, en effet, mes images en tête, donc, qui sont les images de ce qui est devenu ce premier livre. Et en même temps, quand tu dis Lina Lario, c'est pour ça que je dis on est en plein dans le sujet, parce que c'est là où tu projettes, Bernard. Je vais montrer. Voilà. Parce qu'il y a eu, ce premier livre qui est un geste photographique particulier qu'on va développer, mais tu faisais des photographies avant. Je faisais des photographies, donc je n'étais pas photographe. Je faisais des photographies. Et là, c'était Christine qui faisait des photographies à Berlin, en Allemagne, puisque italo-franco-allemande, et cette Allemagne dans laquelle je ne vis plus de manière permanente, et depuis la crise sanitaire, je ne suis pas retournée depuis 1 an et demi, donc là maintenant vaccinée, je vais pouvoir y retourner. Donc vaccinée, je vais pouvoir y retourner. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Vous levez la main derrière quand vous m'entendez pas. Parce que après, j'ai une voix qui rentre en moi dans mes profondeurs de l'intime. Il faut m'en sortir. Christine, c'est pas le lieu. Je vous explique. Et donc, cette photographie-là c'était des photographies 1998, 2000, 2001 maximum. Et cette photo, on vous montrerai après, on vous montrera une deuxième de la même. Et je ne pouvais plus continuer. Donc vous voyez, j'en profite pour vous montrer que je sais faire des photos nettes et bien cadrées. Et c'était plus possible. Et là, on retrouve vraiment ce que Walter Benjamin a décrit comme le seuil, la césure et le passage. Donc, je ne pouvais plus, j'étais au seuil, je ne peux plus. La césure, quelque chose ne se fait plus comme ça. La césure, j'arrête. Et le passage, c'est le voyage qui commence. Et cette photo, pourquoi je vous la montre? On vous la montre parce que là, je l'ai retrouvée en fait dans le garage de mes parents, avec donc 20 ans qui avaient passé sur cette photo. Et là, tu peux peut-être la montrer. Et je l'ai retrouvée toute jaunie, sépia.
Et comme je dis, je suis en train d'arriver au bout de ce voyage-là, qui commencera certainement un autre. On voit la différence? Et pour moi, c'est vraiment justement le signe, l'ouverture. Je pars vers un ailleurs, je ne sais pas encore lequel, et c'est pour ça vraiment, Nathalie, c'est encore mieux que ce soit en juin, parce que tout ça, j'aurais pas pu le dire en mars. C'est maintenant vraiment que je prends conscience de ça. Voilà. Et là, dans cette entre-deux, en fait, juste après cette césure, au commencement de ce travail que j'ai commencé, j'ai pris un nom, un pseudo. C'était Lina Lario, donc de temps en temps, quand il a vu 2-3 spirits, il m'appelle Lina, moi-même. C'est affectueux. Ça me remet dans ce temps-là. Et ensuite, maintenant, après, j'ai pris vraiment mon nom, Christine de Lory-Momberger. Donc tout ça, c'est pas... Et maintenant, je ne dis plus, je fais des photographies, je vais dire je fais des images, mais je dis je suis photographe et je suis auteur-photographe. Tout ceci étant vraiment une sorte de progression, bien sûr, dans une légitimité, une légitimation de ce que je m'étais emparée, c'est-à-dire le monde des images, hein, mais aussi cela montre qu'on n'est pas photographe d'un moment à l'autre simplement parce qu'on va prendre un iPhone, parce qu'on a un bon appareil, parce que, etc. etc. C'est tout un travail intérieur qui se fait. Qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on cherche, quel est notre objet en fait, et comment on est sujet par rapport à cet objet. Et donc entre ces premières photos, comme tu disais, cadrées et nettes, et le premier volet d'Exil Réminiscence, tendre les bras au-dessus des abîmes, il y a un passage, il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui t'a amené à trouver ou à chercher, tu parles beaucoup de recherche et d'enquête, ton geste photographique? Alors, j'avais eu l'intention ce matin, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, même si on avait préparé avec Caroline, j'ai eu envie de vous lire deux citations. La première, c'est David Foukinos, qui écrit Charlotte, si vous connaissez ce roman. Il lui fallait pour quelque temps disparaître de la surface humaine et pour cela consentir à tous les sacrifices, afin de recréer des profondeurs de son être, son propre univers. Donc il a été question justement, dans ce voyage, et il est encore question, de la création de mon propre univers. Un univers qui a ses liens avec l'intime. Et puis la deuxième, elle est de Dante, la comédie humaine. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure sur la voie car la voie droite était perdue. Donc c'est de ça dont il était question. Alors comment tout a commencé? Ça a commencé par une petite photo crantée, ça je le raconte beaucoup et on l'a beaucoup raconté aussi avec Valentin lorsqu'on intervient sur nos deux livres, qui était donc ma famille maternelle est italienne, d'origine italienne et italienne, et c'est une histoire en fait qui m'a été un peu interdite parce que l'émigration italienne dans les années 30 n'était pas vraiment chic. Donc pour devenir française, ça c'est une histoire qu'on a beaucoup dans plusieurs familles. Hein. Elle a en fait, comment dire, oublié en fait sa filiation, ses origines, etc., tout en étant très respectueuse de ses parents et de ses frères et sœurs. Et simplement, moi, je me sentais vraiment dans cette filiation. Et cette petite photo, voilà, je la reprends un soir, et ça c'était en 2010. Et il y a, je voudrais faire parler ces personnages qui sortent un petit peu de leur fixité. Donc la photo d'origine, vous ne la verrez pas.
Et donc, je cherche une loupe, je ne l'ai pas. Je prends mon appareil photo, j'y visse un objectif macro, et je grossis. Et donc, ça, c'est l'effet de blow-up, hein, bien connu. Mais ce qui m'arrive là est incroyable, parce qu'enfin, il y a quelque chose qui bouge. Ça bouge. Alors, il ne me parle pas, bien sûr, mais il bouge. Ils viennent vers moi. C'est par un effet de travelling. Et quelque chose là, en tout cas, presque se débloque en décadrant l'image. Quelque chose s'est débloqué. Quelque chose a commencé à se révéler. Sauf que je ne sais pas. Moi, j'appuie du coup pour pouvoir garder cette trace et les regarder après sur les tirages. C'est 7 photos. Et ces 7 photos sont entièrement dans le premier carnet, le premier ouvrage. Et donc là, on pourrait dire, c'est pas ce soir-là que je me suis décidée à être photographe, c'est une amorce, comme dit François Julien dans son dernier merveilleux livre, Ce point obscur où tout bascule, que je vous recommande vraiment. Et c'est l'amorce, c'est l'infléchissement, c'est quelque chose qui s'ouvre ou qui aurait pu ne pas s'ouvrir, ça aurait pu en rester là. Mais quelque chose est là. Et dans un premier temps, je n'en fais rien, mais je les regarde régulièrement. Puis à un moment, je vais trouver ma mère. Je les regarde et je lui montre cette photo-là, justement. Et elle me dit, mais c'est mon cousin Joseph, va donc le voir. Je dis, il habite où? Alors elle me dit, à Sainte-Marie-aux-Chênes, tu le trouveras peut-être sur le Bottin. Le Bottin encore à l'époque. Et donc je cherche, etc., je le trouve, j'y vais, et c'est lui qui commence à me dire certaines choses. Donc c'est vraiment la photographie qui a ouvert ce passage. Donc de ce qui était une amorce, un infléchissement, ce sont vraiment les mots de François Julien, il y a un petit chemin qui commence à s'ouvrir, un chemin sur lequel je m'embarque. Et je viens donc au Centre Iris. Et je fais ce premier ouvrage qui commence à me faire travailler donc ces thèmes qui sont les miens, l'exil, l'oubli, la mémoire, la guerre. Voilà. Donc peut-être, Olivier, tu as vu ces images en 2012? Oui, 2013. En 2013, et quand tu as découvert ces images très proches, qui étaient des images photographiées, des photos légèrement floues, comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as vu? J'étais assez désarçonné par rapport à ce que je connaissais, j'appréciais dans la photographie, ce que j'avais vu. Et je me rappelle très bien avec l'autre personne qui était là, Samantha Bergognon, on avait imaginé plutôt un film à partir de ces images-là. C'est-à-dire un montage, on était parti dans quelque chose de très narratif, de très film, et c'était complètement enfin, assez nouveau d'entrer de cette manière-là dans des images et dans la puissance que ces images pouvaient contenir sans qu'on en ait conscience. Et voilà, c'est des images qui m'ont travaillé de manière assez latente et presque à mon insu. Et ça, je trouve intéressant que ce soit revenu, qu'on se soit retrouvé quelques années après. Et je pense que voilà, il n'y a pas de hasard, je pense. Non, pas beaucoup. Non. Non, tu parles de cinéma, de film, de voir un film. C'est vrai qu'il y a un mouvement. D'ailleurs, Christine fait un mouvement, elle s'approche de ces images. Et quand on les voit, le flou, il y a du mouvement. Et elles sont jamais, enfin, elles s'arrêtent jamais pour moi. Elles sont jamais finies. Même une fois qu'on les a vues, elles continuent encore à travailler. Oui, et si je peux me permettre, c'est exactement ça. C'est-à-dire ce geste donc qui a été initié, comme après j'ai appelé donc ce geste de blow-up, ce geste photographique, c'est un geste de fouille. Et une fouille, bien sûr, vous allez me dire, mais à un moment on trouve quelque chose. Oui, on trouve, mais ce qu'on trouve fait aller ailleurs. Donc c'est infini. C'est pour ça, là, ça va être la fin du voyage avec un travail que je fais actuellement. Je voudrais que ce soit pour septembre terminé. Mais c'est délibéré de l'arrêter
ce voyage-là, et quelque chose se déplacera dans un ailleurs. Je ne connais pas encore, justement. Et c'est ça l'enquête photographique. C'est une enquête. Tu m'as présenté tout à l'heure en disant les nouvelles écritures de la photographie documentaire, donc qui est aussi ce qu'on développe avec Valentin Bardavid et Charlotte Flossot, qui sont donc photodocs, Charlotte Flossot étant fondatrice et Valentin du cofondateur. Ces nouvelles écritures de la photographie documentaire sont placées sous le registre de l'enquête. L'enquête, c'est-à-dire on cherche. Moi, je fouille donc dans le magma de l'intime. Qu'est-ce que c'est l'intime? L'intime, en fait, c'est ce que l'on a chacun en nous, à ne pas confondre avec l'intimité, qui est une notion du droit privé, hein, comme le raconte très très bien le spécifie Michael Fossel, mais qui est en fait, comment dire, il est constitué, ce magma, de choses sues et de choses insues. C'est bien pour ça que ce n'est pas l'inconscient. Parfois, on a pensé que c'était l'inconscient. Ce n'est pas ça. L'inconscient freudien, c'est autre chose. Et donc, dans ce su et cet insu, il y a sans arrêt, en fait, une sorte d'échange qui se fait entre ces deux choses. Et ma photographie, elle est dans l'intime, donc dans le visible et l'invisible. Hein, les choses sues, le visible, les choses insues, l'invisible. Et ma photographie est un dialogue permanent avec cet invisible. C'est ce que vous avez vu dans la petite présentation, en fait. Hein. C'est une... je fais remonter l'invisible dans le visible. Et donc ce geste de fouille, où je décadre, hein, c'est pas le geste esthétique, tiens, je vais décadrer, ça fait intéressant. Non, je décadre. Il y a des accidents photographiques, hein, avec un appareil qui rend l'âme régulièrement, et je veux toujours le même, et Canon EOS 5, il devrait d'ailleurs, je leur fais de la pub, là, un peu pour soutenir, il me lâche tout d'un coup. Alors il me lâche, tout d'un coup l'obturateur, non ben c'est fini, et ça donne certaines choses qu'on verra peut-être tout à l'heure. Et tout ceci n'est pas « ah, la photo est ratée », non, la photo est réussie. C'est-à-dire, il y a quelque chose à chaque fois qui, ou la plupart du temps en tout cas, qui surgit de cet invisible et qui me révèle, car c'est révélateur. Et la photographie, ce médium, c'est le médium du sensible par excellence. Il y a aussi l'écriture, et je suis aussi dans l'écriture. Mais c'est toujours pour moi l'image d'abord, l'écriture après. Quelque chose là se passe à mon insu. C'est comme si l'image savait avant moi. Donc c'est ça, et c'est pour ça, c'est pas dans la petite présentation, vous voyez, c'est pas un acte de nostalgie, retrouver le temps passé, etc. Pas du tout, je retrouve rien du tout de temps passé. De toute façon, je ne sais rien de ce temps passé. On ne peut pas le retrouver déjà. Hein. C'est en fait, justement, ce sont des images du futur. Est-ce que je pourrais dire aussi que ce sont des images, et je donne tout de suite la parole, parce qu'il ne faut pas que je parle tout le temps, ce sont en fait des images toujours que je prends à hauteur d'enfant. Tout comme la première image que vous avez vue, où il y a cette petite fille-là qui est moi. Je suis restée là, dans cette petite fille, on m'a dit que c'est moi, donc c'est moi, je ne peux pas le savoir. Je n'avais pas eu des captations Zoom où je pourrais me retrouver voilà, parlant, etc., etc. Donc c'est moi. Je me trouve plutôt mignonne d'ailleurs. Et voilà. Et donc je suis à hauteur d'enfant. Et ça, c'est Christiane Voller qui m'a écrit aussi une ou deux chroniques, une chronique qui a dit ça, c'était à hauteur d'enfant. Elle a complètement raison. Je suis là tout le temps. C'est pour ça que ce voyage, il doit à un moment se terminer. Hein. Donc il y a eu, à partir, tu l'as dit, de cette petite photographie crantée, un premier travail de recherche. On va y arriver. Hein. Un premier travail de recherche. Donc autour de la petite photo, on en a vu des blow-ups, des grossissements en
photo. Et puis, tu ne t'es pas arrêté là, tu as continué. Tu as continué ton enquête, tu as continué à la fois de photographier des photos que tu avais, mais pas seulement. Et tu es allé vers les gens, ou des gens sont venus à toi. Oui, alors, l'enquête a continué. Donc après tendre les bras au-dessus des abîmes, le titre, oui, c'est toujours énigmatique. Comment m'arrivent les titres? Ils m'arrivent tout d'un coup, ils sont là. Je sais que c'est ce titre-là. Et ensuite, il me faut décrypter. Et c'est tout comme la photographie. Les photos sont là, et il me faut décrypter. Parce que je suis dans l'enquête. Et là, je dois dire aussi, bon, j'espère que je ne bouscule pas trop ce qu'on avait un petit peu préparé. C'est là où la rencontre avec Valentin est très importante. Elle va se faire parce que Valentin me dit, bon, c'est bien joli, tes photos, je les aime beaucoup, c'est fantastique. Là, c'est-à-dire que j'avais déjà raconté avant qu'il regarde le livre. Et après, il regarde le livre et il me dit, mais moi, il me manque l'histoire. Là, j'en ai entendu des petits morceaux. J'aurais envie d'en savoir plus sur cette histoire. Et moi, j'ai pris ça comme une commande. Et bien sûr, parce que c'était le moment. Hein, j'avais fini le triptyque. Et j'ai dit, bon, d'accord, je vais t'écrire 4 pages dès que j'ai le temps, en été. Et de ces 4 pages, c'est devenu 60 pages. Et ça, c'est ce qu'on a développé sous en-quête, qui est en fait l'enquête narrative. Les mots qui sont mis sur ces images, sur le processus, car en effet, le processus, comme enquête, on entend bien, c'est un processus. On n'est pas là pour avoir le mot de la fin, mais on a des révélations, des synchronies, et des pans s'ouvrent. Et surtout, pour moi, j'ai pris pied, j'ai pris forme plutôt que pied, mais pied aussi, dans une histoire que je n'avais pas avant. Alors, c'est une histoire, bien sûr, même si j'ai eu des petits éléments, qui est bien sûr beaucoup imaginé. Mais que fait-on d'autre, sinon d'imaginer, en fait, nos histoires? Même quand on a des éléments précis. Hein. Et finalement, après, justement, dans cette enquête, il y a eu besoin d'aller plus loin. L'exil venait très fort. Je me rendais compte, je suis partie moi-même à 18 ans de l'Allemagne, je suis devenue allemande. J'y ai vécu longtemps, j'y vis d'ailleurs toujours déjà dans ma tête, dans mon cœur, et là maintenant que les frontières se réouvrent, j'y suis très très régulièrement. J'y travaille à Francfort, à Berlin, etc., en tant qu'universitaire, chercheur. Et donc ça a été le deuxième pan dans le souffle du labyrinthe, c'est-à-dire là où le labyrinthe, on s'y perd, il faut trouver son fil d'Ariane. Et je le trouvais. Et comment je l'ai trouvé, mon fil d'Ariane? Je l'ai trouvé par ce que j'appelle les petits morts. Je réponds ou tu veux me poser une question? Non, tu enchaînes, enchaînes très bien, tu parles des petits morts, donc des accidents photographiques qui se produisent quand tu photographies au-delà de toi, d'où ça vient. Alors on va montrer des images, ça devient très énigmatique. Voilà. Donc là, ce sont des accidents photographiques qui sont arrivés en parallèle avec une révélation que j'ai eue. C'était là, donc on est allé, c'était en 2014, dans le village de naissance de ma mère et de mon grand-père, à Campolongo de Maggiore, pour essayer d'un petit peu, peut-être trouver, voilà. Il y avait une adresse sur leur acte de naissance. Cette adresse, en tant qu'elle n'existe plus, on m'a expliqué qu'en Italie, ça bougeait beaucoup, les numéros, les rues, etc. Mais enfin, il y avait la rue, et c'était peut-être là. Donc il y avait la maison des Capello, qui est le nom italien, etc. Et j'ai pris des photos, pas dans un but artistique, mais pour avoir pratiquement la même démarche qu'au début, cette petite photo crantée, pour avoir quelque chose qui me restait, que je puisse regarder à la maison. Et je suis allée faire développer tirage, etc. On m'a dit, on vous a simplement
vous avez le négatif parce que vos photos sont ratées. C'est très sympa d'entendre ça. Mais j'ai dit, bon d'accord, et comme je ne suis pas dans la psychanalyse, je ne dis pas acte manqué, je dis, on met ça de côté. Et puis je l'ai retrouvé un petit peu plus tard. Et quand je suis allée revoir ce négatif, et en même temps, j'ai eu donc la révélation, comme je dis, c'est-à-dire que j'ai demandé à la mairie du village français, lorrain, où avait finalement émigré ma famille italienne après des périples en Europe, une fiche d'état civil familial, où tout le monde était recensé. Parce que j'avais un membre de ma famille qui m'avait dit que mon grand-père, en fait, ils avaient eu plusieurs enfants. Je lui ai dit non, je connais 4. Si, il y en a eu plusieurs. Renseigne-toi. Comme ça. Et en même temps, donc, je découvre en effet qu'il y a 10 enfants, donc 6 qui étaient nés et morts assez rapidement, une qui est mort-née. Et du coup, je découvre le chemin d'exil de mes grands-parents. C'est-à-dire, je vois, parce qu'à chaque fois, il y avait une naissance, une mort, donc à chaque fois, il y avait une date, il y avait un lieu, ce qui m'a permis de reconstituer quand même une certaine petite carte. Et dans ces photos-là, vous avez vu photo accident, 2 photos accident, il y en a plus. Hein, encore une. Mais là, c'est pour Campolango Maggiore. Il y a ces enfants qui passent, que je n'ai bien sûr pas photographié, qui n'étaient pas là. C'est simplement dans un Canon EOS 5 récupéré, je crois, pour 30 € celui-là, ou 25 €. Il y avait un système qui fait que j'ai... Normalement, quand le film est fini, on le voit. Et là, la languette restait dehors. Donc j'ai cru qu'il n'était pas impressionné. Donc je l'ai remis dedans. Et donc ce sont certainement, pour le concret, des enfants que j'ai dû prendre en Colombie ou en Argentine, où j'étais juste avant pour faire des conférences. Je ne sais, je n'arrive pas à les identifier. Mais il y avait quelque chose de fantomatique, ces enfants qui passaient dans ce lieu, où il y avait donc 2 maisons, on disait c'est la maison des Capello, et c'était à peu près l'adresse qu'il y avait sur les 2 fiches des classes. Donc vous voyez, nous on a pensé avec Caroline, comment vous faire passer ça rapidement, parce qu'on n'a qu'1 heure, et qu'on peut en parler des heures, ce qui se passe avec une photo, un accident photographique, une photo ratée, et qu'est-ce que, dans ce monde-là, qu'est-ce que tout d'un coup, ça peut révéler. Et c'est à partir de là que c'était pour moi vraiment, enfin, petit à petit, maintenant je le dis de manière très claire, qui était une sorte de réhabilitation en fait de ces petits morts, que ces petits morts existent. Caroline m'avait dit prépare des poèmes, mais on n'aura peut-être pas le temps de le lire, où il y a un poème aussi pour le prochain livre que je fais, qui est une sorte de mausolée justement à tous ces petits-là, et qui continue à circuler dans mon monde. On a encore le temps. Hein, si tu veux. Vraiment, on a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Il y avait aussi cet accident photographique avec ta mère. Oui. Voilà, on voit qu'est-ce qui s'est passé. On voit une photo sombre, on voit un personnage dans un jardin et une photo étrange, une présence. Alors là aussi, on m'a dit souvent, dis donc, qu'est-ce que t'es, ta technique, t'es forte là, comment t'as fait, en bas, c'est tout lumineux, etc. C'est sombre, hein. Non, c'est pas ma technique, c'est mon objet, c'est l'obturateur qui s'est arrêté en milieu de chemin. Donc on est au mois d'août, on est dans un jardin de Normandie, et c'est ma mère là qui part et qui disparaît dans les noirs. Donc il y a une espèce de ce que j'appelle, moi je range ça dans les photos en fait qui sont un peu présages, prophétiques, etc. Il y en a comme ça quelques autres aussi. Bon, on a choisi de vous montrer celle-là parce que souvent elle plaît beaucoup. Et elle a été achetée d'ailleurs. Il y a des interprétations à chaque fois, les gens se l'approprient. Oui, c'est ça. C'est vraiment la force de tes images, à la fois quand il y a ces accidents qui les rendent un peu énigmatiques, ou quand tu es très proche, elles sont floues. On a l'impression de un peu tous se retrouver dedans, de voir sa famille, ou le fait qu'elle soit au contour diffus, qu'elle soit dans un mouvement.
j'ai eu cette impression-là, en tout cas, de voir mes photos de famille, de repenser à un temps passé. Elle pourrait parler de chacun, en fait. Et c'est ce qui se passe, justement, et là, ça rejoint l'intime, qui est vraiment un espace partagé. Notre intime, tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit, les choses sues et insues, mais j'aurais dû dire aussi, c'est tout aussi notre, comment dire, les éléments personnels, les éléments culturels, les éléments sociaux, etc. C'est tout ça, en fait, qui font notre intime. Hein. Et donc cet intime, c'est un intime qui est toujours partagé. C'est pas le fort intérieur, hein, comme on dit. C'est un intime qui est agissant. C'est un lieu, en fait, de partage qui est agissant. Et nous, notre récit, le récit d'enquête narrative qu'on développe avec Valentin, c'est un lieu aussi, toujours dans cet ordre-là, de transmission aussi. Et en effet, les regardeurs, etc., s'approprient des choses, ça devient leur photo, et ils me parlent, et cet intime, il est après nourri de tous ces retours, de tous ces regards, de ces histoires qu'on me raconte, qui deviennent quasiment aussi mon histoire, et mon histoire devient la leur. Ça paraît comme ça un peu irénique ce que je dis, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment quelque chose qui est vérifié et surtout qui m'a beaucoup aidé à continuer sur ce chemin un peu improbable. Je sais qu'il y a un photographe là qui m'a dit récemment tu es libre, toi, dans tes photos. Là, je ne suis pas libre, je sais pas où je le serai. On continuait d'en voir avec un autre accident, tu en as parlé avec des enfants. Et à la suite donc, de ce premier ouvrage, avec ces 3 parties, tu as rencontré Valentin et vous avez décidé de poser les bases, enfin, ça s'est fait en cours, toujours dans le sens de l'enquête, de poser les bases de ce geste photographique de recherche qui s'adresse, qui peut être aussi récupéré par tout le monde. Donc, il y a un ouvrage théorique, Le pouvoir de l'intime dans la photographie documentaire, et comme tu le disais, vous continuez la transmission. Vous proposez aussi des stages, des formations, des rencontres. Oui. Et même avant ça, il y a eu aussi cette rencontre avec la troupe de théâtre, le Bootchance Théâtre. Tu es impliqué dans le théâtre aussi. Une troupe, donc cette compagnie, le Bootchance Théâtre, a été créée dans la jungle de Calais, fait intervenir des jeunes migrants. Il y a une antenne aussi à Paris, et donc Christine a rencontré cette troupe. Et il s'est monté le projet de faire se rencontrer à la fois ton univers, ton histoire, et l'histoire de ces migrants. Une pièce de théâtre s'est montée autour de cette rencontre, et un livre a suivi aussi, Insurrection créatrice et photographie documentaire. Alors, il y a eu un timing incroyable, c'est que la première de cette pièce a dû avoir lieu quelques jours avant le début du premier confinement. Et il s'est posé la question de la tenir. On allait tous se retrancher pour, on ne le savait pas encore, mais de longs mois à la maison. Et vous avez décidé que cette pièce soit jouée, qu'elle soit montrée, que ça ait lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais voilà, c'est beaucoup de choses en même temps, donc j'ai essayé de... Parce qu'on veut toujours être bref, et puis après, quand on rentre dans le vif de la parole, on n'y est plus. Alors, attends, je me l'étais bien dit ce matin, voilà, tu ne vas pas dériver. Oui, donc j'ai déjà anticipé en disant, voilà, ce livre était fait, Arnaud Bézalion, donc... ah oui, sur Arnaud Bézalion, je veux dire que Dominique Mérigard est le maquettiste, le graphiste de ces 3 livres, et Dominique qui est aussi le graphiste de Jean d'Image.
c'est drôle, hein, parce que Oui. tout se recoupe, se circule. J'aime beaucoup ces moments-là. Hein. Et il n'est pas là, Dominique. Non, non. Il a eu hier son deuxième vaccin. Il m'a dit si je suis pas bien, je viendrai. Mais voilà, on pense à lui. Voilà. Il a été cité. Je le remercie vraiment beaucoup parce que c'est pas rien de tout d'un coup on a un travail photographique et le mettre en livre. Et donc il a des idées à la fois foisonnantes et toujours très 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 carrées, très minutieux, obsessionnel minutieux. Donc c'est formidable. Et oui, donc c'était après écrire cette histoire. Et je n'étais pas en fait écrire cette histoire parce que pendant que j'écrivais, je pensais aussi les 4 pages, je vais simplement raconter voilà comment ça s'est fait, etc. Et là, le voyage, ce fameux voyage, je crois que c'est là où vraiment cette métaphore du voyage m'est arrivée. Quand j'ai commencé, puisque j'ai dit c'est un voyage qui commence et dont je ne connais pas la fin. Voilà, c'est comme ça que ça commence, mon récit. Et donc je revenais sur certaines choses. Il y avait des révélations qui se faisaient aussi par le biais d'un autre médium, qui est le médium de l'écriture, cette fois-ci. Les images existaient, c'était le médium de l'écriture, et qui désynchronie, comment dire, des choses que je trouvais, des choses qui m'arrivaient, etc. Et puis, tout le temps, le regard de Valentin. C'est-à-dire, je lui donnais des bouts du texte, en disant, bah oui, c'est finalement un petit peu plus long que j'imaginais, est-ce que tu peux quand même déjà lire? Est-ce que ça répond à ta demande, à ta commande? Et donc, il y avait un retour. Je ne trouve pas ça, ça tu l'as dit, tu ne le dis pas. Bah oui, il y a des choses que j'avais peut-être dit, mais ce n'est pas le lieu là où c'est pas le moment de les dire. C'est-à-dire se laisser porter par cet autre flux, qui est le flux de l'écriture. Et puis, bon, voilà, là aussi, en parlant, en écrivant, en les correspondant, etc., tout d'un coup, j'ai découvert, c'est pendant cette écriture-là, j'ai découvert en fait que ma famille italienne, c'était pas simplement une immigration de cette génération-là, mais c'était quelque chose qui commençait déjà au XIXe siècle, et toujours dans des Lorraines allemandes, qui redevient française, qui redevient allemand, qui redevient française, etc., etc. Donc cette sorte d'obsession que j'avais en fait pour l'Allemagne, j'ai jamais appris l'allemand au lycée, etc. J'étais dans un quartier populaire, on ne leur apprend pas l'allemand, hein, ces enfants-là, ils apprennent l'anglais, ça va leur servir, et l'espagnol parce que c'est facile, on parle que c'est facile. L'espagnol, pas facile du tout, enfin, c'est comme ça que ça marche. Et donc, mais l'Allemagne était quelque chose qui m'obsédait. Et là, je dirais, en fin d'entretien, finalement aussi la révélation de Jésus. Et voilà. Et donc, une fois terminé ça, comme avec Valentin, qui disait, mais l'intime, il travaillait de son côté, l'intime, il fouillait, qu'est-ce que c'est que l'intime? Il disait, moi, l'intime, etc. On s'est dit, on va écrire un texte sur l'intime, on va définir l'intime, on commence. J'avoue que je sais mieux le définir que quand j'ai commencé à faire ce texte avec Valentin, parce que c'est compliqué, en fait, de sortir, même si on se dit c'est pas ça, mais de ce qu'on comprend habituellement par intime, et qui est une notion, finalement, on a trouvé petit à petit en lisant Michael Fossel, qui est une question hautement politique, en fait. C'est irréductible. Notre intime est irréductible. On ne peut pas l'instrumentaliser. C'est pour ça que c'est aussi un lieu de résistance. Et c'est là où on a découvert Michael Fossel, la démocratie sensible, où lui il dit c'est intime, on le partage avec tout le monde. Faisons des récits et que ces récits circulent. C'est lui la démocratie. Dans cet irréductible, on peut, et c'est une manière aussi justement du lien, un lien agissant, un lien qui prend soin, et un lien qui est fondamentalement, comment dire, bah oui, j'ai dit le prendre soin, le care,
etc., etc. Voilà. Et un lien qui révèle. Et ensuite, en effet, on a publié ça en 2000, c'était en mars 2020. Il sort, il était écrit avant, mais il sort pareil en 2020. Et là, ma mère meurt. Et j'ai reçu véritablement ça, il faut vraiment, on ne peut pas l'inventer. 1 heure avant de partir pour l'enterrement, la poste me livre les livres. Donc ma fille était là, ma fille qui habite en Allemagne. J'ai pu lui donner déjà. Donc c'est un geste de transmission qui commence. Et 15 jours avant, rencontre fortuite, je rencontre en effet la troupe du Gutschein Theater, qui est une troupe de jeunes migrants réfugiés, sans papier. Et c'est quelque chose qui a été initié à la Jungle de Calais. Comment les porter ou les faire explorer un potentiel qu'ils peuvent avoir, qui les fait sortir simplement des besoins nourriciers dont ils ont besoin, etc., c'est-à-dire la création. Et c'est deux hommes de théâtre qui sont anglais, qui ont créé ça. Et ça a très bien fonctionné. Et il y a eu une antenne à Paris par Jack Ellis qui s'est constituée. Et je les rencontre. Et c'est Jack que je rencontre d'abord, qui me dit, ils peuvent faire une performance, ils peuvent faire. Chercher aussi des sujets. Et on leur projette le film, parce qu'il y a, pour revenir sur toi, quand tu dis le film, et c'est vrai que tu m'as dit ça quand on s'est retrouvés, et je pense que c'est pas indifférent comment dire, à la volonté que j'ai eue à un moment. Faisons bouger ces images, parce que c'est toujours mon idée, faire bouger l'image, qu'elle circule, qu'elle me revienne en retour par le regard de l'autre, la voix de l'autre, la parole, etc. Ce n'est pas une image de mon quant-à-soi, c'est une image qui circule. Et cette histoire de vidéo, enfin de film, a été certainement... parce que c'est ça l'intime, on prend quelque chose, ça s'imprègne, et on n'a pas toujours tout comment dire, en conscience, et tout d'un coup, quelque chose revient, on ne sait même plus d'où ça revient, à la limite ça n'a pas trop d'importance, l'important c'est que ça revienne au bon moment. Et ça fait partie des synchronies aussi. Voilà. Et voilà, et donc il y a un film, une vidéo, il y a... Où je dis certains des poèmes, parce que tout ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu l'as dit, c'est ponctué de poèmes, de textes de forme poétique. Il faudra au moins que j'en lise un. Ah oui, tu me l'avais demandé. Du coup, je me suis préparée, je les ai répétés ce matin. Et textes de Salah Al-Hamdani, hein, qui est un poète irakien, qui m'a composé 2 poèmes qui sont là. Et donc, il les dit, etc. C'est lui qui m'a appris aussi un peu à mieux parler, en fait, les poèmes. C'est une chose quand on parle et quand on lit des poèmes. Et ils ont dit, tout ça dans un français chaotique ou inexistant, mais ils m'ont dit, on comprend cette histoire, on est dans cette histoire. Il faut vous rendre compte que ce sont des jeunes de 20 ans à 30 ans, mais grand maximum, et que moi, ce que je montre, c'est des photos d'un autre temps, etc. D'ailleurs, je leur ai dit, mais on a fait une performance pour Boltanski. J'ai dit, bon, ben, écoutez, ça va, elle barre est très haut, là. Non, on comprend, c'est notre histoire. Bon, voilà, et puis, tout ça, on devait se monter en 15 jours, 3 semaines. Ma mère meurt le 3 mars. La performance était prévue pour le 14 mars. Et le confinement commençait tout de suite après. Il a été annoncé quasiment ce jour-là et commençait le lundi. Notre performance était le samedi. Et c'est là que Valentin donc vient voir comme ça ce qui se passe.
Et puis donc il a été, il est toujours d'ailleurs réalisateur et il a fait des directions d'acteurs. Et là il voit bien que c'est pas si simple en fait dans un temps si court d'arriver à construire avec ces jeunes gens qui sont surtout beaucoup aussi préoccupés par des questions matérielles. Donc ils arrivent en retard, ou ils ne peuvent pas être là alors qu'ils voulaient être là, etc. Parce qu'il y a des choses à régler, ils ont des rendez-vous, tout ça pour obtenir leurs papiers, etc., etc. Donc tout ça a été un peu difficile et la pression montait. Et Valentin donc est devenu en fait ou l'assistant, je ne sais pas comment dire, en tout cas dans la mise en place de cette performance. Et ma mère meurt, et donc là, je fais part, et ils me disent, on va porter, pas de douleur là, parce que ça fait toujours drôle, on va porter ta douleur avec toi. On a l'habitude des morts. On est avec toi. Et le jour de la performance, ils m'ont fait la surprise à un moment de m'intégrer. C'est-à-dire, on vient me chercher dans la salle et à la fin de la performance, bon, j'avais entendu une scène qui n'avait aucune idée du théâtre, et c'était un geste, tout le monde parle du care, de prendre soin, qui était incroyable. Il y a quelque chose en fait de l'intergénérationnel qui se faisait sur le thème de l'exil, de la mort, de la transmission, et de l'aube qui vient toujours après la nuit. On traverse l'heure bleue, et il y a la nuit, et il y a l'aube. On projette un Voilà. concours extrait, désolé, 5 minutes. Qu'il me reste mon seul honneur. Je suis tellement dépouillé que j'ai mon seul espoir pour projeter un ailleurs cycle. Je suis tellement désolé que l'espoir me fait avancer. Voilà qui je suis, un exilé, et une frontière ne m'arrêtera pas.
La frontière, il ne fallait pas la dépasser, la franchir. Kein Grenzübergang. Deux mots qui claquent, frappent, hachent, séparent l'ici de là-bas. Ici, c'est l'heure de la victoire. On est debout, on rit, on crie, on chante la terre redevenue à soi. Là-bas, de l'autre côté de la frontière, on ne sait plus. On s'affaire, on tente, on creuse le sillon d'un avenir aveugle. On retourne la terre nourrie des morts, la terre brûlée, encombrée des ruines. Là, oubliés, décharnés, des enfants morts de quelques heures, quelques jours, mis en terre, laissés là, parce qu'on ne pouvait plus rester, parce que la guerre commençait, la première des deux guerres. Enfants morts bornant le chemin de ma famille, partis à la recherche d'un ailleurs pour vivre. Avant de repartir, de quitter cet ailleurs et de venir de ce côté-ci de la frontière. Petite croix, éphémère, restée là-bas, sur un carré de terre dans un cimetière tremblé. Petit fantôme, toujours présent, voilant les lieux de leur passé, obscurcissant l'après de nous tous, laissés sans mémoire, erratiques, dans le silence des commencements. Les rushs ont été faits par Franck Landron, qui a fait plusieurs films sur les photographes, dont Antoine Nagata, qui est venu. Vraiment, je lui ai dit il faudrait une trace. Et c'est Valentin donc, qui a fait le montage du film. Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Je lui ai noté. Oui, la musique. Elle a été composée par Arnaud Delpoux. Donc c'est vraiment une musique originale qui a été composée pour cette vidéo, ce premier film justement dont on parlait. Et puis on a appelé ça Insurrection créatrice. Parce qu'au moins, vendredi, moi je voulais tout annuler. En disant, et puis le directeur du Vent se lève, là où ça se passait, de ce tiers-lieu, je lui dis, mais il me dit, écoute, on fait comme tu veux, moi je veux bien, mais voilà. Et donc j'appelle Valentin, et je lui dis, on annule tout. Il m'a dit, hors de question. Que tu ne te rends pas compte, tout le travail qu'ils ont fourni, parce que c'est Valentin finalement qui a beaucoup travaillé après avec ses acteurs. J'étais un petit peu affairée aussi aux histoires d'enterrement, préparation d'enterrement, et il m'a dit, mais te rends compte, tout ce qu'il y en a qui sont depuis 2 ans en chemin, qu'est-ce qu'ils ont traversé? Quand ils disent, on sait ce que c'est les morts, on en a enterré, là c'est pas du chiquet, quoi. C'est pas possible. Et donc, moi, à un moment, je sais plus, dans l'invitation, j'avais appelé ça Insurrection créatrice, genre, voilà, etc. Et Valentin a repris ça au mot. Et c'est devenu maintenant quelque chose de très important pour nous, en fait, cette insurrection créatrice. On lui a donné le titre, Insurrection créatrice dans la photographie documentaire. Et en même temps, ça c'est Valentin qui a continué à s'en emparer pour en faire un outil, on va dire, de connaissance. Le fait, justement, de tout ce travail photographique, ce travail d'écriture, cette performance qui révèle, c'est de l'insurrection. C'est-à-dire, ce que l'on reçoit en héritage, on ne le subit pas, en fait. Et on le transforme, il y a une transformation de soi et du coup du monde, ça en rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la démocratie sensible, hein, quelque chose qui circule, qui est transformateur. Donc c'est une insurrection créatrice. Alors j'ai mis du temps à aller dans son sens. J'espère, Valentin, là je l'ai bien dit,
mais je le rejoins vraiment maintenant, parce que c'est un outil très très puissant. Je voudrais revenir exactement sur, comment dire, sur ce geste photographique dont je vous ai parlé, qui est un geste de fouille, qui est un geste de fouille dans l'intime. Tout à l'heure, j'ai dit ce que c'était l'intime. Mais tout ceci est en fait toujours avec cette confrontation permanente que nous faisons du réel. Ok ? Là, on est dans le réel. Hein ? On est dans le réel. Comment nous comprenons de toute façon cette situation ? Chacun de nous, si on le questionnait après ou dans 2 jours, il nous raconterait des petites histoires un petit peu différentes, légèrement différentes, pas complètement différentes, parce qu'on a vécu quand même le même moment réel, mais quand même. Parce qu'on construit, en fait, on est tout le temps dans un processus, justement, d'appropriation, d'ajustement, de compréhension de ce réel qui toujours nous échappe. Et ça devient nos réalités, d'accord ? Qui passent par nos perceptions. Perceptions psycho-affectives, culturelles, historiques, sociales, en fait, tout ce qu'on a, de quoi on a été, comment dire, socialisé, etc., et que nous socialisons en permanence. Donc ça devient nos réalités. Et le geste photographique, pour moi, est ce qui se passe dans ce geste, où là, c'est vraiment l'intime, les choses sues, insues, etc., ce dialogue avec l'invisible qui devient du visible. En fait, de cette réalité sort un réel. Et le réel, c'est en fait, voilà ce que ça me révèle, ce dont je vous parle depuis le début. Hein, ce que ça me révèle, et ça devient le réel. Et le réel va plus loin, j'ai envie de dire, que j'ose le dire, de quelque chose qui serait purement thérapeutique, vous voyez, hein. Ce geste n'est pas purement thérapeutique. Il y a d'autres choses, en fait, que l'on prend avec soi, qui est d'une histoire collective. Moi, par exemple, pourquoi il y a la guerre, j'en ai pas trop parlé là, mais il y a dans la deuxième partie, dans le souffle du labyrinthe, il y a toute la violence sourde à laquelle j'ai été confrontée, et dont je ne m'étais même pas rendu compte, mais qui ont forgé ma biographie de cette Allemagne, avec un passé que l'on connaît pendant la Deuxième Guerre mondiale, et quelque chose qui, la génération suivante, et même les générations d'après, sont prégnants, sont là. Et moi, je sais maintenant le décrypter. Je sais en fait le décrypter et le penser aussi. Après ce travail que j'ai fait, ce travail photographique, c'est par l'art que finalement je pense mieux quand je suis aussi dans le domaine, dans mon domaine de chercheur. Voilà. Et tout ça se fait aussi dans le, je crois que je ne l'ai pas dit, mais toi tu l'as bien dit, dans le domaine du sensible. Là, c'est dans le sensible où ceci arrive et qui est une compréhension de nos forces. Et là, j'aurais discuté de tout ça avec Olivier, là, il y a 2 soirs, il y a 2 jours, pardon, c'était en fin d'après-midi, et il me disait, mais tu vois, moi, l'intime, et ce que tu as fait, il l'a dit un petit peu tout à l'heure en amont, ben voilà, alors c'est à toi la parole, faire la modération. Et tout en écoutant et repensant à nos conversations, puis avec les quelques autres conversations que j'ai eues aussi avec Valentin, je reviens vraiment en plus au nom de l'agence, agence révélateur. Alors révélateur, c'est un terme photographique, révélateur, c'est aussi la fonction de l'agence qui est de révéler des talents, mais c'est un mot qui revient vraiment, je m'en aperçois dans ce que tu dis, dans les conversations qu'on a, et c'est finalement, pour moi, je ne le savais pas, c'est aussi la révélation de cet intime-là, la révélation de cette lecture-là que tu m'as permis de comprendre, de saisir, que je sentais, mais sur laquelle je ne savais pas mettre de mots, ou que je ne savais même pas identifier, et qui me permet même d'entrer de façon différente
dans les travaux des autres photographes de l'agence. Et ça circule constamment. Et c'est ça qui est formidable dans cette façon d'aborder l'intime, d'être à l'écoute du regardeur dans ce qu'il dit, de tes images, des images des autres qui nous reviennent. Un jour, quelqu'un dit un mot, ça réfléchit, ou ça va donner une direction un peu nouvelle à un travail photographique. Et c'est cette, voilà, cette construction parce qu'évidemment, tous les photographes avec qui je travaille sont souvent des sujets aussi intimes. Et c'est tout ça agrégé qui fait, en fait, effectivement, que j'arrive à assumer aussi quelque chose que je pensais qui était un handicap, c'est ce sensible et c'est cette sensibilité. Et en fait, grâce à Christine, et aussi à une journaliste un jour qui m'a dit « mais c'est une grille de lecture forte, le sensible », ben je m'autorise à m'appuyer là-dessus, à penser là-dessus, à cultiver ça. Et dans les lectures de portfolio, les rencontres que j'ai avec d'autres photographes, je m'aperçois combien c'est important, structurant, et combien ça peut être une force, quoi. Ça, c'est très réconfortant, quoi. Ça donne envie de continuer. Non mais merci Olivier, parce que pour nous c'est fantastique d'entendre ça, quoi. Parce que ce témoignage est quelque chose qui se vit véritablement, comme tu le dis, dans les lectures de portfolio, dans ce que tu fais, quand tu circules, etc. Quelque chose devient de plus en plus te remplit, de plus en plus, pour employer cette métaphore. Et c'est aussi, donc avec Valentin, notre objectif. Hein. On a commencé à faire un premier workshop, justement, de photographes qui sont venus. Donc, voilà, c'était à l'occasion de l'expo photographique que j'ai eue, l'entaille de l'exil, que j'ai eue en février, en janvier-février, qui faisait partie du parcours Photodays, où on était aussi là avec Photodoc, donc on a organisé aussi une rencontre, etc. Et donc ce workshop s'inscrivait dans Photodoc. C'est-à-dire, par rapport aux images, donc c'était des images que les photographes apportaient, qui étaient déjà faites, donc c'était pas le workshop où on produit des images, avec quelque chose comme un récit qui arrivait. Et donc ça, voilà, la transmission, je pourrais dire, parce que c'est un mot fort, qui est de plus en plus important, la transmission. La transmission, j'ai envie de dire aussi, et ce sera tout à l'heure le petit poème que je vous lirai, les petits mots, je suis pas triste, c'est-à-dire c'est une transmission aussi qui va vers les ascendants. Hein, cette réhabilitation, ou les faire entrer dans l'histoire, parce qu'ils ont été écartés de l'histoire. Hein. La mère les a écartés, elle n'était pas méchante. Je peux comprendre ce qu'elle a fait. J'ai eu du mal, mais je le comprends maintenant. Hein. Sauf que moi, je ne m'en satisfaisais pas. Donc, c'est les rêves, ils ont des noms, ils ont des dates de naissance et de mort. J'écris aux mairies pour avoir, je n'en sais pas plus, je ne saurais rien. Donc, mais c'est une réhabilitation. Ils sont maintenant, ils existent. Et ils ont, pour moi, ces petits morts, là, ces petits frères et sœurs de ma mère, qui seraient mes petits oncles et tantes, pour moi, ils réclament, en fait, un droit d'existence. Donc voilà, ils sont là. Et c'est une transmission bien sûr à ma fille, mais c'est aussi une transmission de l'image à un savoir-faire, un savoir-être pour des photographes. Parce qu'on dit tout le temps, le photographe, bon, c'est les images qui parlent. C'est Valentin qui m'a éclairé là-dessus, en disant, mais attends, les images, j'ai rien à dire, regardez mes images. Non, toi aussi tu le disais tout le temps. Il y a des mots sur les images. J'ai entendu le dire depuis longtemps, ça. Hein, il y a des mots sur les images. Allez, oui. Et donc, que les mots s'organisent. Et les mots s'organisent, c'est pas simplement pour faire un descripteur, pour envoyer, répondre à un festival ou à une candidature, etc. À chaque fois, c'est un petit voyage. C'est un petit, justement, saisie dans l'intime. Hein. À chaque fois, il y a une découverte.
Et là, je vais te faire rougir exprès, parce que j'en ai envie. Il y a Frédéric Martin qui est là, comme son masque est blanc, on va avoir encore plus que tu rougis, qui lui a fait partie de ce workshop et qui a fait vraiment un récit incroyable, donc beaucoup plus long, etc. Et du coup, on a aussi travaillé avec lui, mais on a travaillé avec les autres aussi, tout en il est là, donc je le prends à témoin. Et là, en effet, on veut faire maintenant des choses en se prenant le temps, on ne précipite pas, etc. Quelque chose de plus large, des workshops qui seront plus grands. Là, c'était deux fois un week-end, un jour. Donc c'était un petit teaser. Voilà. La transmission, donc très important, la transmission vers l'avant, qui devient le présent et le futur, du coup, et la transmission, voilà. Et c'est aussi la transmission à soi-même. Valentin raconte qu'aussi, pendant tout ce travail qu'il a fait, aussi de penser les choses théoriquement, il y a eu tout un travail par rapport à son histoire qui s'est fait. Tu as le souffle, tu veux enchaîner sur la lecture de poèmes? Alors, les petits morts, ensuite on parle de l'entaille de l'exil, et je dirais le dernier. Oui. Très bien, très bien. Alors, les petits morts viennent et vont dans la mémoire que je n'ai pas. Enfin rassemblés sur cette page, avec leurs noms écrits aux côtés des vivants, rappelés de leur terre de sommeil, fratrie disséminée, perdue dans l'oubli, portée dans des temps anciens par la même mère, pétrie dans le même ventre, chair de sa chair, ma grand-mère Emilia, petit fantôme disparu avant d'avoir pu être connu, aimé, glissé dans des ailleurs de cendres. On parle de l'antenne? Oui. Oui. Je veux poser une question. Je laisse un petit peu de silence après le poème. Et effectivement, donc, de ton geste photographique, tu es allé à la théorie, tu es allé au théâtre, une performance à la rencontre de jeunes gens qui partageaient, on peut dire d'une certaine façon, cette histoire d'exil. Et tu as trouvé une façon de transmettre, en allant vers son intime, en allant chercher dans la surface, dans les zones sensibles, un geste, des outils créatifs, et tu continues de les transmettre. Et tu es allé plus loin aussi dans une expo, l'entaille de l'exil, qui cette fois-ci se tourne vers ton héritage paternel. C'est cette partie-là vers laquelle tu es allé. Et donc tu continues ton enquête. Déjà une longue enquête pour Exil Réminiscence, 9 ans, et tu continues encore. Oui. Alors, héritage paternel, ça ne m'était pas clair tout de suite. Mais il y a eu la proposition rapide, il fallait que ça monter ça très vite, d'une exposition dans un lieu qui est la Galerie Taylor. Et je me suis dit, je ne vais pas. Il y a eu plusieurs expos sur Exil Réminiscence. On commence quand même à en avoir un petit peu assez d'entendre et de voir là-dessus, et en même temps, je réinterviens, mais je me rends compte que je réinterviens toujours différemment parce que ça continue justement à travailler, etc., etc. Donc d'autres choses arrivent, je dis d'autres choses, etc. Et en tout cas, il y a eu tout d'un coup toujours la même chose. Les titres m'arrivent d'abord. L'entaille de l'exil. Donc l'exil, on a bien compris que c'était un thème central, traversant, etc. Et l'entaille. Quoi l'entaille? En tout cas, c'était ça. C'était cette entaille-là. Et ensuite, qu'est-ce que j'expose? Et donc là, il y a eu assez vite est arrivée l'idée, ok, il y aura des images d'Exil Réminiscence, c'est clair, mais il va y avoir des images qui font partie d'une série qui pour le moment n'a été ni publiée ni exposée, n'avait été ni exposée ni publiée ni exposée,
qui, comment dire, qui sont des images que j'ai faites dans et à partir d'un camp d'extermination en Pologne. Donc j'ai dépassé l'Allemagne, j'étais en Pologne, et ça m'a surpris moi-même, mais là, vraiment, je laisse aller mon intuition quand je suis dans la création. Lorsque je suis sur un autre registre de la chercheure universitaire, il y a quelque chose d'autre qui se met en route, en marche, etc. Là, c'était cette intuition-là, je dois le faire. Donc il y a eu l'expo s'est constituée donc à la fois de certaines images d'exil réminiscence et qui commençaient par les images en fait de l'ascendance et de la descendance avec mon arrière-grand-mère italienne, ma mère et moi, la fameuse petite là, et ma fille, était sur un pan de mur, et le reste, c'était, on avait exil, et il y avait ces images, et après, qui se sont mêlées, ça a bougé aussi. Il y a eu le vernissage qui était fait d'une certaine façon, puis après, on a bougé encore les images dans l'expo. Donc tout ça a été toujours très, très heuristique, en fait. Et voilà, donc ces images, ces mélanges. Alors bien sûr, tout de suite, j'ai dit, ben voilà, oui, c'est ma biographie personnelle et collective, parce que l'Allemagne, ce que je dis tout à l'heure, elle est encore très, très imprégnée de ce passé qui ne passe pas, comme disent certains, et tout à fait. C'est pas lieu de le raconter, mais avec aussi une volonté d'oublier, et une volonté de mémoire, des actions, enfin, tout est très mélangé, mais l'Allemagne est toujours au travail, et il sera encore très longtemps, si tant est qu'elle s'en sortira un jour. Et peut-être ne faut-il pas s'en sortir, justement. Et là arrive, ça c'était l'idée d'Olivier, il dit, mais il y a Damien Guillaume, qui est un photographe de l'agence, qui fait des petits teasers, enfin, des petits films promo, il appelle ça plutôt Damien. Tiens, s'il y avait un petit film promo, peut-être, pour l'entaille de l'exil. Alors, je dis, oui, c'est super, etc. Et donc, Damien vient, c'était le jour du vernissage, il vient avant, il me dit, moi je peux venir avant. Bon, tout ça vraiment dans une espèce de fluidité, spontanéité, c'est très important pour moi ça. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais raconter là bon, j'avais bien écrit un petit texte de présentation qui m'était à un certain moment incompréhensible, d'ailleurs ce que j'avais écrit, c'était assez curieux, même si d'autres me rendaient une compréhension qui m'aidait à comprendre ce que j'avais écrit. Et puis arrive, mais vraiment le matin en fait, je me rappelle d'un petit poème, que je vais vous lire, qui est dans le livre, en fait, apparaître là, en s'enfonçant dans la forêt, donc que j'avais écrit antérieurement, que j'avais oublié. Un poème qui s'appelle Les rails. C'est là que je vais vous le lire. Debout, debout, près de la voie ferrée, mon père fixait les rails à la frontière, courbé avec d'autres comme lui, retenus. Il maintenait, vissait, martelait les barres posées, ajustées sur les pierres terreuses. Qu'est-ce que c'est que ce poème? Qu'est-ce que j'écris là? C'est-à-dire, quand j'ai fait En s'enfonçant dans la forêt, qui a une vingtaine de textes comme ça, j'ai pensé à mon père à ce moment-là, et je l'ai oublié de nouveau. Et mon père était en service STO, service très obligatoire, en Lorraine allemande, près de Metz, et il avait été affecté à la maintenance des rails. Je me souviens, ou je crois me souvenir, qu'est-ce qu'il a dit exactement, ou l'a-t-il dit vraiment? Il m'a parlé de ces rails, de ce qu'il faisait avec les autres gars, comme il disait, et il dit, tu sais, on savait où allaient ces trains. Est-ce qu'il me l'a dit? Est-ce
que je l'ai imaginé. Et l'entaille de l'exil, j'ai la chair de poule quand j'en parle, c'est ça. Vous voyez, ça c'est dans l'intime, dans l'insu. Vous allez me dire l'inconscient. C'est l'insu. Restons sur l'insu. Ces choses que l'on des empreintes que nous laisse en fait ce que l'on reçoit de notre éducation, des rencontres que l'on fait, etc., etc. Et cette idée, cette obsession de l'Allemagne, bien sûr j'ai été aussi dans ce village, hein, j'ai grandi 3 ans dans ce village, 3 ans et demi, simplement à la montagne. Mais ce n'est pas ça, je pense, le fait marquant, c'est mon père. Et c'est un moment, à ce moment-là, dans l'entaille de l'exil, que mon père est entré dans l'histoire. Et c'est pour ça que le voyage maintenant, il devient beaucoup plus vigoureux quelque part. Et à un moment, il va se terminer pour aller vers une autre destination. C'est une belle conclusion. Oui, Bravo. c'est une belle conclusion. Oui, je ne vais pas ajouter grand-chose. Peut-être qu'il y a des réactions du public. On peut prendre un temps, on a encore un peu de temps pour un échange avec le public. Oui, si tout le monde est d'accord, avec plaisir. Avec plaisir. Mais déjà, peut-être pour commencer, moi je voudrais vraiment te remercier infiniment parce que je pense que ce parcours-là, il faut faire confiance à son auditoire pour le faire. Voilà. Donc merci de cette confiance déjà. Et puis de ces images qui sont assez bouleversantes et qui renvoient aussi à des propres images. Et un peu comme disait Olivier, en fait tu nous emmènes vers des territoires qui nous sont propres, mais sur lesquels peut-être on ne met pas forcément d'images et de mots au départ. Et c'est sensible, effectivement, touchant. Merci pour ça. Voilà. Mais c'est moi qui te remercie, Nathalie, parce que je ne l'ai pas dit. On a eu une visio. Et j'étais toute bégayante. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a pensé, Nathalie? Je suis incapable de parler de mon travail. Et où je disais des choses, etc. Et toi, tu as posé des questions. Tu vois, vraiment. C'est pour ça que je dis, ce travail-là, c'est pas toute seule. J'ai cité beaucoup Valentin pour ces deux-là. Je peux citer Olivier pour cette partie-là, etc. Et après, justement, le regard, il nous l'a dit, qu'il donne la transmission, qui se fait, et qui n'est pas non plus, ça s'arrête là, après ça continue, puis on continue à discuter, etc. etc. Donc tout cet espace, c'est un nom commun qu'on en partage. Et toi, Nathalie, avec les questions que tu as posées, que j'avais notées, je me suis dit non, mais attends, là, ressaisis-toi, Steve, réponds à ces questions. Et ça, je l'ai dit à Caroline tout de suite. J'ai dit, c'est grâce à ces questions, ces réactions, ou cette lecture que tu faisais, que je pense que j'ai commencé à construire une idée de cette intervention de ce matin d'une manière beaucoup plus claire. Car c'est le problème. C'est comme si il y avait toujours... Là, pour le moment, aujourd'hui, je suis contente. J'ai l'impression que c'est clair. On me dira après si c'est clair pour vous. Je sais très bien que ça va se refermer. Quelque part, tout d'un coup, ça va être, mais qu'est-ce que je fais, et comment je dis, alors je raconte les petites histoires, etc. Mais c'est autre chose que les petites histoires. Les petites histoires, elles sont importantes, mais c'est la vision globale et essayer de faire apparaître toutes ces ramifications, cet en commun, justement, qui se fait. Et donc, c'était vraiment un coup de boost, là. Non, mais c'est... Tu vois, la visio a eu quand même son positif. Voilà, il y a du bon côté, ça permet d'entretenir le contact. Oui, mais on ne continue pas sur les zooms. Hein. Voilà, j'en suis tout émue, mais voilà, ce serait bien que chacun réagisse, s'exprime. Oui, c'est ça, donne aussi sa compréhension de ce que Christine nous a livré là, de ce que Caroline l'a poussé aussi à nous livrer, et c'était effectivement très clair. Enfin, moi j'ai trouvé qu'on pouvait
vraiment te suivre très 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 facilement et ne pas lâcher, ce qui voilà, n'est pas forcément toujours gagné. Donc voilà, qui a envie de voilà, allez-y. Je vous ai écouté là tout le long avec beaucoup d'intérêt. Enlève le masque en anglais. Parce que j'ai une histoire aussi différente, mais c'est-à-dire que j'ai écouté avec beaucoup d'émotion et même des fois avec presque les larmes aux yeux. Et je me demandais si tout ce parcours, c'était pas en souffrance. Est-ce que c'est des parcours en souffrance? Est-ce qu'on n'a pas envie des fois de mettre tout de côté, de dire basta, c'est comme ça? Voilà, c'est exactement ce que François Julien dit, l'amorce, l'infléchissement, etc. Peut-être chez vous, aujourd'hui, il y a eu quelque chose de l'amorce, de l'infléchissement. Et si j'allais vers ça, en effet, par la photographie ou par l'écriture, mais quelque part, quelque chose, par rapport à une histoire que j'ai. Et il peut y avoir l'autre infléchissement, c'est-à-dire que vous vous imaginez, c'est toujours comme un éventail. Il y a toujours plusieurs voies possibles, plusieurs voies possibles. Et c'est là où justement cette mise en compréhension, ou cette mise en lumière, ou cette mise en conscience, comme vous voulez, d'un parcours dans lequel on est, etc., nous fait finalement aller vers l'une ou l'autre option. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Moi, j'étais obsédée par cette histoire. Je ne pouvais pas. Et surtout que je me sentais tellement plus italienne que française. Tellement plus italienne. Et après, je suis devenue allemande et je me sens très allemande aussi. Et donc, voilà. Et puis maintenant, je suis revenue en France il y a 20 ans, à peu près. Mais tout en étant très affiliée, tout en allemand, avec une fille en plus qui a donc, une généalogie allemande, une histoire que j'ai quasiment pris aussi dans ma biographie. Notre biographie, c'est pas simplement l'histoire de nos ancêtres jusque-là, c'est où on va être, avec qui peut-être on a un parcours amoureux, etc., peut-être des enfants qu'on a qui viennent d'une autre filiation, quelque chose qui se fait. Et quand on change de pays, et quand on y vit, il y a forcément quelque chose de l'histoire collective qui arrive. On ne peut pas, à moins qu'on vit comme des expats, comme on les appelle, à l'étranger, autour du consulat. C'est une option aussi, pourquoi pas. Mais là, et là non. Alors, est-ce une souffrance? Bien sûr, bien sûr. Là, je raconte, moi, c'est vraiment la photographie qui m'a délivrée. Il parle toujours à l'antenne de libération. Mais c'est vrai. En plus, là, vous voyez, ma mère, on n'a pas mis cette photo, c'est une partie d'une photo retrouvée grâce à ce cousin Joseph, le fameux cousin Joseph, qui lui, en plus, j'ai découvert que c'était donc le demi-frère de mon grand-père, et ce demi-frère s'était marié avec une Allemande. Donc il y avait déjà l'histoire de l'Allemagne aussi dans cette famille. Et elle est à la frontière, à Saint-Aille, entre la Lorraine allemande et la Lorraine française. Elle est là à la Libération. Et c'est ma mère. Quand je suis arrivée, j'ai dit, regarde, c'est toi. Elle me dit non. Je n'ai jamais reconnu cette photo. Sauf qu'à une expo, quelqu'un arrive et complètement troublé. Il me dit, mais attendez, il y a cette photo-là, et puis il y en a d'autres, en fait. C'est une grande photo, j'ai été la fouiller. Donc ça, c'est ma mère sur la borne. Là, il y a marqué Kangren Subagan, ce qu'on entend plus ou moins dans le poème que je dis. Ça veut dire ne pas franchir cette frontière. Moi, je l'ai franchie à 18 ans. Je suis allée là-bas, trouver une histoire collective terrible que j'ai pris en charge. Faute de savoir la mienne, je vais vers une autre. Voilà, c'est les bifurcations. Et donc, voilà, c'est la libération. Et ma mère, en retour, je la libère, en fait, en racontant cette histoire. Parce qu'elle est morte maintenant. Mais peut-être que je l'ai un peu libérée déjà dans son... Donc, oui, donc c'est à chacun de savoir, tout doucement, comme on veut. Et la création est un outil puissant. C'est vraiment un outil puissant. Et pour moi, l'image est l'outil puissant le plus important. Le plus important, le plus puissant, oui. Le puissant, le plus puissant, oui. J'ai beaucoup de documents d'archives que j'ai recherchés, dans lequel je me noie, je dois dire. Et j'ai quelques photos, enfin j'ai
à faire. Avec le Covid, évidemment, on pouvait plus se déplacer. Donc tout ça, ça a été reporté. Mais je voudrais dire quand même à ceux qui s'intéressent à ça qu'il faut dépasser la souffrance, y aller comme en homéopathie. Moi, je me réveillais la nuit, c'était plus fort que moi, et hop, je m'y remettais. Des fois, ça m'a habité depuis, je sais pas, 20 ou 30 ans. Quand vous faites ce geste-là, c'est l'écriture. Ou de fouiller, Ah, d'aller chercher, de pas l'écrire tellement, je n'ai pas tellement écrit en fait. J'ai retranscrit une vidéo de ma mère en écrit, mais c'est tout. Et c'est vrai que ce que vous dites, ça me parle et j'aimerais bien peut-être faire partie d'un workshop. Oui, bon, on va en mettre en place et on pourra le transmettre Ça à pourrait Jean aider d'Image. à avancer. Je suis membre Jean d'Image. Voilà. Oui, oui, mais tout à fait. Mais ça va m'aider à me débloquer, parce que moi je n'étais pas bloquée au niveau de la souffrance. J'ai toujours avancé, donc c'est très libérateur. Moi j'ai trouvé que c'était mieux qu'une psychanalyse en fait. Ah oui. Parce que moi-même avec les autres personnes de la famille qui ont toujours tout étouffé, même les plus jeunes, j'ai pas du tout la même perception maintenant des choses, enfin c'est incroyable. La délivrance que c'est, puis en même temps on a aussi l'impression de redonner vie, de libérer effectivement ces morts, enfin c'est merveilleux, hein. Il faut vraiment ne pas s'arrêter à la souffrance. Il faut vraiment, c'est comme une épreuve, autrefois les gens marchaient sur le feu, mais là c'est un peu une initiation dans le fond. J'aime beaucoup, comme vous dites, vous avez dit à dose homéopathique, et c'est exactement ça. Et avec l'image, ça peut être aussi avec l'écriture. Quelque chose, mais on est là, Jean d'Image, hein, alors parlons d'image, mais c'est quelque chose là qui se fait. Parce qu'on l'a fait, elle est là l'image, et elle est tellement forte, c'est ça. Après on la décrypte, et ça prend un certain temps. Et avec l'argentique, tout prend du temps, en fait. Le temps, hein, c'est voir le temps venir, comme le dernier livre de Jean-Christophe Bailly, voir le temps venir, justement. Et c'est ça, avec l'image. On n'est pas là à comprendre, comment dire, justement, dans les sens psychanalytiques du terme, etc. On est dans la création. Et la création, on se crée en même temps. On s'invente, on se crée, etc., etc. On crée un territoire. Mon territoire, j'y vis maintenant, dans ma terre, avec les petits morts, c'est-à-dire les morts rejoignent les vivants, etc. Et tout le monde est en bonne compagnie. Et je sens très bien que beaucoup de choses est beaucoup plus déliées chez moi, aussi, même corporellement, en fait. On n'est pas seul, en fait. On n'est pas seul. Et ça permet une compréhension aussi, comme je dis, une histoire est un grand H. Aussi, quand on a une histoire d'exil, etc. Mais toutes nos histoires sont affiliées à des périodes historiques, de toute façon. Hein, ça va être l'Allemagne, c'est l'occupation lorraine, qui est beaucoup là. Mon père venait de Normandie, donc Normandie étant moins présente. Mon père est présent, mais mon père est présent par l'Allemagne, en fait. C'est lui qui m'a montré l'Allemagne, en fait. Et oui. Je vais vous demander au niveau de vos images, vous parliez d'erreurs techniques dues aux d'accidents photographiques. Mais en fait, moi je ne vois pas trop la différence entre les accidents et les pas accidents. Parce qu'il y a une unité dans vos photos. Mais oui, mais c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est ça que j'ai pas une technique que vous avez au tirage. Non, c'est ce geste, et c'est comme si les circonstances faisaient que ce geste était aidé. Oui, il y a la photo à un moment d'un château aussi, avec, je ne sais pas si je pourrais le retrouver, mais une moitié de nouveau, l'obturateur s'est arrêté. C'était la série où l'obturateur s'arrêtait. Et donc, on a ce château sous la neige. Ça, je l'ai fait dans un cinéma. Je regardais un film et j'ai fait... Et quand les gens voient cette image, ils me disent « Ah, mais ça, c'est une image des camps. » Et les gens voient aussi, là, tu étais témoin à des expos, des regardeurs voient des images de camps. Par exemple, ces deux images, une de ces images que vous a montré Caroline,
me disent c'est une image d'écran. Non, c'est Campolango Major et 2 enfants qui sont peut-être des petits Colombiens, des petits Argentins. Donc ça veut dire que l'intime de chacun du regardeur travaille. Et comment leur intime, il retravaille le tien après, ou Voilà. le mien, ou celui. Et voilà, Voilà. c'est ça qui est une richesse Et incroyable. c'est ça la transmission en fait. Transmission, c'est pas simplement comprenez mon histoire, c'est je comprends mon histoire à la tentative ou au choc émotionnel que je reçois en regardant les photos qui me racontent ton histoire. C'est ça. Moi, je voudrais dire une chose par rapport à ce geste photographique dont tu as beaucoup parlé et qui, en fait, pour moi, s'inscrit dans un geste qui est poétique, globalement. C'est-à-dire que la photographie vient avec, effectivement, les formes parfois d'accidents photographiques ou de démarches photographiques assumées d'une certaine façon. Mais je dirais que le monde global dans lequel tu nous embarques, il est poétique avant tout. Et je pense que c'est aussi pour ça que les poèmes, d'ailleurs, écrits ont leur place, mais la poésie, l'image, cette espèce de douceur, de réel, voilà, qui amène vers beaucoup de choses, qui atténue aussi la violence de ce que tu racontes. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes violentes et souffrantes, comme il a été dit. Mais voilà, pour moi, tout ça, c'est la création d'une poésie, d'un monde poétique qui est fort. Et c'est peut-être par cette dimension-là qu'on va aussi vers quelque chose de plus universel. Et comme tu dis, chacun a une partie de son histoire personnelle qui le raccroche à la grande histoire ou à des moments de grande histoire, etc. Mais c'est ça, voilà. Tu nous emmènes dans une dimension beaucoup plus universelle, beaucoup plus poétique. Et je pense que c'est ça aussi qui fascine. Merci pour ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai en fait, et c'est parce que justement ça circule. Donc au départ, on va dire, il y a ce besoin que j'ai d'écrire des textes qui ne sont pas là pour expliquer les images. Les images ne sont pas là pour illustrer des textes. Ça pourrait paraître l'un et l'autre séparés d'ailleurs. Hein. C'est ensemble, donc ce que je dis, ça crée un espace hybride de création. Mais on a entendu qu'il y a un film, il y a de la musique qui se crée, il y a un poète qui va m'écrire deux poèmes. Après, il y a la troupe, là, qui va faire une performance, qui m'amène dedans. Donc ça circule tout le temps. Et tout ceci m'amène à cette exposition, etc., où il y a le film, de nouveau, qui m'amène à retrouver, à reprendre conscience de ce poème. Et là, ça s'appelle, en termes savants, intradiégétique. C'est comme ça s'appelle ce geste-là. Intradiégétique. C'est-à-dire que dans cet en commun, déjà de moi, avec différents médiums, et l'en commun avec qui participe. C'est ça la démocratie sensible. Alors Valentin, dont on a beaucoup entendu parler, est-ce qu'éventuellement il nous ferait une petite forme de conclusion à cette intervention, comme ça, inopinée, si Christine en est d'accord? Mais je pense qu'on serait content de vous entendre. Oui, est-ce que vous voulez bien vous lever Non. Nous serons en octobre. Oui, il y aura une suite. Et là, Voilà. Soyez impatients, ça viendra. Oui, c'est un teaser. Non, c'était important, c'est cette relation que nous avons. Et comment se fait aussi, c'est important ça aussi de le dire, une relation entre être membre d'un collectif, d'une agence, je ne sais pas le mot collectif, mais voilà, et l'agent aussi. Donc, et nous, la particularité, c'était très important que ce soit là, de voir comment le travail, enfin, c'est le mien, on pourrait parler d'autres membres qui seraient d'autres photographes en disant aussi, etc., comment justement il y a une interaction qui se fait. Voilà. Et je devais le citer parce que ça a été important dans mon travail.
Mais il peut, voilà. Je voudrais juste dire, j'étais ravi de découvrir le travail de Christine aujourd'hui. Voilà, et Tu dis qu'on travaille ensemble. Et je trouve que ce que vous dites, il y a avant tout, c'est beaucoup de poésie, et la photographie, c'est cette poésie, avant tout. C'est marrant, je me disais à la fin, en vous écoutant, donc, chez Christine, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit qui marchent assez bien ensemble et qui se combinent. Et c'est ça, quoi, en fait, c'est cette combinaison d'une poésie avec un regard un peu plus analytique aussi sur ce qui est en train de se passer, ou un extérieur aussi, et c'est cette discussion, mais qui part avant tout d'une poésie qui est là, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis que je découvre aujourd'hui, parce que je la redécouvre à chaque fois avec Christine. Chaque fois que Christine parle, il y a quelque chose de nouveau, des idées qui émergent, et il n'y a jamais la même chose, c'est jamais le même regard. Elle appelle ça, comment tu appelles ça? Ah, ça s'appelle extradégétique. non, pas ça, non, pas l'instradégétique. Non, c'est ça, toi tu dis, on n'a jamais une histoire, puisqu'on la réécrit en permanence, et bon. Ah, la biographisation. Oui, mais tu disais, oui, c'est la biographisation, mais voilà, il y a cette poésie, et on y revient aussi, finalement, même dans sa manière de raconter, où elle essaie de donner des clés, mais en même temps, ça est avant tout poétique. Et c'est ça, c'est-à-dire chacun prend ce qu'il a à prendre. Moi, c'est pour ça que j'ai pris des choses, je prenais des notes alors que je pourrais la connaître, mais non, je la découvre. Et on se redécouvre. Et c'est ça qui est important, je pense, à la fin, c'est de se dire que on est là pour se découvrir, pas pour se connaître, et pas pour savoir quelque chose, mais pour apprendre. Et faire ensemble. Et échanger, c'est dans cet échange, je trouve, qui a été vraiment... Olivier, ce que tu as dit, tu vois, j'ai trouvé ça aussi très touchant, comment toi-même vous enrichissez, vous échangez. Chaque spray son secret. Avec ou sans alcool. Même sans alcool. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, on prend des choses, on avance, et je dirais, même avec les autres photographes, après je travaille un peu différemment avec eux. Et si je vais un peu plus loin d'un point de vue personnel, quand je regarde mes photos à moi, il y a des photos qui me sont révélées parce que j'ai eu ces conversations avec Christine, aussi avec toi, parce que on a parlé beaucoup de choses. Et il y a des images, je ne sais pas ce qui est venu, voilà, qui prennent une autre dimension. Donc, c'est mon agent, il vous a parlé du sensible, voilà. Mais c'est vrai, et ça c'est important de dire ça, c'est vrai qu'avec Christine, moi j'ai l'impression que ça fait 2 ans, peut-être qu'on se connaît, mais d'avoir énormément, de m'être énormément transformé, et d'avoir beaucoup changé. Et ça c'est la grande richesse aussi de Christine, c'est-à-dire sa grande générosité aussi, d'explorer en permanence, d'inclure les autres à chaque fois, de se dire tiens c'est une expérience nouvelle, et qui enrichit tout le monde. Recherche ouverte. C'est une enquête. Oui. Et à la fin de votre intervention, Enlève ton masque, Elisabeth. Mignon. j'ai été bluffée par votre intervention et par la force qu'a pris tout d'un coup pour moi le mot introspection. Mais d'une façon que vous avez présentée, de faire votre propre analyse, d'aller chercher à partir de photographies de gens de famille que vous ne connaissiez pas très bien, d'en tirer un peu quelque chose et surtout d'avoir cette magie de transformer l'introspection en un voyage et en quelque chose qui est exprimé d'une manière, je dirais, à la fois créatrice, comment dire, je dirais pas prédicatrice dans le sens où vous donnez aussi une leçon pour tous, pour qu'on puisse faire un peu ce voyage. Et à partir de tout le monde a des photos de famille, et je ne veux pas du tout rabaisser votre travail juste à une recherche, mais à l'origine, quand même, moi, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment
cette recherche que vous avez commencée petit à petit et votre capacité quand même à rentrer en vous, en vos impressions, à les verbaliser, à les traduire ou en tous les cas à choisir les photos, à prendre les photos, en incluant le hasard quand votre appareil déconne entre guillemets, vous lâche, et à tout réinterpréter d'une manière positive et en plus que vous présentez à ce public et au travers de vos livres d'une manière vraiment à la fois pédagogique, attachante, artistique. Enfin, c'est impressionnant. Oui, mais tout ça, en effet, il a fallu du temps. Oui, et c'est aussi ce travail sur le temps, ce travail sur l'évolution des sentiments, ce travail sur l'enrichissement par vos recherches. Et à chaque fois, il y a une connotation sentimentale ou affective ou psychologique que vous avez appris, j'imagine, à reconnaître et à pouvoir présenter aux autres, presque comme une, je dirais pas une méthodologie, mais Si, c'est pour ça qu'on parle avec Valentin d'outils. Voilà, ce qu'on a découvert, on le transforme maintenant de des outils et des outils opérationnels. Donc on a eu premier petit workshop, on a tout doucement, et on a vu, et donc après, petit à petit, etc.